Mais parfois, des nécropsies sont pratiquées sur des animaux déjà morts. C'est le cas des belugas du Saint-Laurent. Ces mammifères marins vivent en permanence dans le fleuve et dans une zone bien précise. Il s'agit d'un micro-environnement arctique formé par un court segment de l'estuaire du Saint-Laurent à proximité de l'embouchure de la rivière Saguenay. Cet endroit est très profond, ce qui maintient l'eau à une température idéalement froide pour les belugas. Tout comme l'homme, ces baleines vivent jusqu'à plus de 75 ans. Un laps de temps favorable au développement de maladies liées à la pollution, comme certains cancers. C'est Daniel Martineau, épidémiologiste à la faculté de médecine vétérinaire de Montréal, qui en 1982 a diagnostiqué le premier cas de cancer sur un beluga mort. Ceci était le point de départ d'une longue étude sur les carcasses de ces animaux. Au cours des années, depuis 1983, environ plus que 300 carcasses ont été rapportées. Et sur ces plus que 300 carcasses-là, on en a étudié 166 qui ont été examinées à la faculté de médecine vétérinaire. Et plus qu'un beluga sur 5 souffrait du cancer, est mort du cancer. Et ça, c'est un pourcentage qui est comparable seulement à celui de l'humain dans le monde occidental. En tant que scientifique, ce qui m'intéressait, c'était de trouver la cause. On a analysé les tissus des belugas pour une batterie de différents polluants. Et parmi ces polluants, il y en avait une série qui s'appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui étaient présents dans les tissus des belugas du Saint-Laurent et absents dans les tissus de belugas de l'Arctique. Les HAP sont une substance hautement cancérigène. Ils sont libérés lors d'une combustion de matières organiques comme le tabac, le bois, l'essence, le charbon ou le goudron. Pour Daniel Martineau, la source la plus probable de ces contaminants se situait à 100 km en amont de la rivière Saguenay. Il s'agissait d'un immense complexe d'aluminerie utilisant un procédé de fabrication très polluant. Pour produire de l'aluminium, ça prend énormément d'énergie et le Québec est un producteur d'électricité par son bassin hydraulique. Cette électricité-là, pour fabriquer l'aluminium, passe dans des anodes et les anodes sont faites de goudron. Et ce goudron-là, en se consumant, libère de grandes quantités de HAP dans l'atmosphère et dans l'eau du Saguenay et dans l'environnement qui nous entoure. La source étant connue, restait alors à trouver comment les HAP provoquaient le cancer des belugas. Les HAP se déposent dans le fond du fleuve, dans les sédiments. Des vers vivent dans ce milieu, ils sont donc fortement contaminés. Les belugas sont parmi les rares baleines à se nourrir dans les sédiments. Ils s'intoxiquent donc avec les HAP contenus dans ces vers. Et ces HAP-là induisent des mutations dans l'épithélium, dans le recouvrement de l'intérieur des intestins des belugas. Et c'est par ce biais-là, on pense que les HAP produisent le cancer des intestins et de l'estomac chez les belugas. Si on trouve une grande concentration de HAP chez les animaux morts, qu'en est-il des animaux vivants ? Daniel Martineau rejoint l'équipage du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, pour pratiquer une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de peau et de graisse sur un beluga. La première chose à faire est de repérer parmi les autres belugas les animaux qui ont un suivi. Ils ont été identifiés par des marques qu'ils ont sur le corps, ce qui rend le tir beaucoup plus difficile. Les biopsies cutanées qui sont prises par le GREM sont utiles parce qu'elles nous révèlent le monde des animaux vivants. Or, on a trouvé les mêmes contaminants chez les animaux vivants,
mais en concentration moindre que chez les animaux morts. Et ça, c'est exactement ce qu'on anticipe si ces contaminants-là ont contribué à la mort des bélugas. Les preuves étant là, pour agir, il fallait donc s'attaquer à un grand groupe industriel dont la production génère d'énormes enjeux politiques et économiques. Dans ce combat de David contre Goliath, Daniel Martino avait un argument de choix, puisqu'il a prouvé que les bélugas, qui sont une des attractions touristiques principales de la région, étaient directement menacés. Avec eux, risquaient de disparaître aussi d'importants revenus. Mais c'est plus en tant que sentinelle que les bélugas ont amené l'argument décisif. 25 ans après, en regardant rétrospectivement tous nos résultats sur les bélugas, on s'est aperçu que les habitants de la région, et non seulement les travailleurs de l'aluminium, ont aussi plus de cancers du système digestif. Et ces gens-là sont aussi exposés aux mêmes substances, les HAP. Les populations humaines étant directement menacées, il n'y avait plus le choix. Des décisions radicales devaient être prises. J'aime croire que la publication de nos résultats sur le cancer des bélugas et sur le cancer des habitants de la région a contribué à faire fermer l'aluminerie qui utilisait encore ce procédé très polluant. Mais il s'agit là d'une petite victoire pour les bélugas. Le Saint-Laurent est une des régions les plus industrialisées au monde. Les bélugas sont par conséquent exposés à bien d'autres contaminants, notamment les PCB. Ce sont des composés chimiques qui ont été produits pour des applications liées aux transformateurs électriques et aux appareils hydrauliques industriels. Même s'ils ont été interdits dans les années 80, ces polluants se sont déposés et se sont concentrés dans les sédiments marins, justement là où se situe la majeure partie de l'alimentation des bélugas. Mais les bélugas restent une population isolée dans l'embouchure du Saint-Laurent. Comment avoir alors une idée de la contamination en PCB d'un fleuve long de plus de 3000 km ?